Donc aujourd'hui, la Fédération française des sociétés d'assurance, elle regroupe à peu près 270 sociétés d'assurance de statuts différents, on y reviendra, mais ce sont des sociétés anonymes, ce sont également des mutuelles, ce sont des filiales de banquiers, ce sont des filiales de groupes internationaux, donc on a un peu tous les types de sociétés d'assurance qui sont représentées par nous. Il y a une autre entité qui s'appelle le GEMA, qui regroupe quelques mutuelles, et notamment les mutuelles de Niort, mais grosso modo sont représentées à la Fédération française des sociétés d'assurance à peu près 90% du chiffre d'affaires d'assurance, toutes branches confondues. Vous avez ici donc à peu près 160 personnes qui traitent de tous les domaines de l'assurance, donc des assurances de personnes d'une part, des assurances de biens et de responsabilité, des aspects de commercialisation, des aspects juridiques, des aspects économiques et financiers. Et je dirais que le rôle principal de la fédération, c'est de faire émerger des positions des assureurs sur tous les sujets sur lesquels il faut que les assureurs prennent position, et d'être un peu l'interface entre la profession de l'assurance et toutes les parties prenantes, tous les décideurs, toutes les personnes intéressées d'une manière ou d'une autre par l'assurance. Donc on retrouve bien sûr les pouvoirs publics, que ce soit les ministères ou les parlementaires, les associations qui s'intéressent à un titre ou à un autre aux activités d'assurance, et toutes les parties prenantes d'une manière générale à ces débats-là. Alors, qu'est-ce qui distingue les sociétés d'assurance des mutuelles? Donc c'est pas exactement comme ça qu'il faut poser la question. Il y a dans les sociétés d'assurance des sociétés de différentes natures. Il y a des sociétés anonymes, et puis il y a des mutuelles. Et comme je vous disais, beaucoup de ces mutuelles sont d'ailleurs membres de la FFSA. Nous estimons que leur indépendance, mais ça on reviendra après, n'est pas forcément aujourd'hui liée à leur activité, mais ou la façon dont ils exercent leur activité, mais beaucoup plus liée à leurs compétences. Finalement, c'est ça qui compte avant tout, et aujourd'hui c'est ce que nous cherchons avant tout chez les experts. Ce que nos adhérents recherchent avant tout, c'est la compétence. Nous estimons que nos experts doivent être, je dirais, à l'affût d'une part de tous les nouveaux risques qui aujourd'hui sont en train de se développer et sur lesquels il y a besoin d'avoir un développement d'activité très important. Je n'ai de cesse de dire à la CEA qu'il faut que notamment ils développent des compétences dans des domaines nouveaux, tels que ceux de l'environnement, tels que ceux bref, un certain nombre de domaines sur lesquels aujourd'hui, très clairement, nous aurons des besoins importants dans les jours à venir. Et pour le reste, nous travaillons effectivement sur certains secteurs, des missions d'expertise, nous essayons de voir avec eux la meilleure façon, je dirais, d'aborder leur rôle, mais nous sommes toujours là sur un aspect de pur soutien, de pure mise à jour, de pure formation, de pure information. Je crois que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les sinistres, il y en a des dizaines, des centaines de milliers. Que ces sinistres, bien entendu, s'inscrivent dans des process de plus en plus industrialisés, où la clé est quand même la rapidité du règlement auprès du client. Aujourd'hui, ça fait quand même partie un petit peu, je dirais, de la valeur ajoutée de l'assureur dans le règlement assez rapide des sinistres. Et donc, bien entendu, celui-ci a été amené à mettre en place un certain nombre de procédures qui permettent, lorsque les montants sont peu élevés ou lorsque les dommages ne nécessitent pas finalement le déplacement ou l'intervention de personnes qui vont bien entendu apporter leur valeur ajoutée qui est, elle, l'expertise, et à ce moment-là, à avoir ces procédures qui permettent justement qu'il y ait un certain nombre de sinistres qui puissent faire l'objet d'une économie en termes d'expertise. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que vous avez quand même dans des domaines, que ce soit automobile ou même de multirisque habitation, voire même d'un certain nombre d'autres types de contrats qui n'ont pas besoin en tant que tels de passer obligatoirement par des procédures d'expertise.
c'est effectivement quand il n'y a pas de cadre conventionnel organisé, c'est la procédure contradictoire, amiable contradictoire, avec une organisation conventionnelle d'ailleurs qui organise les modalités de ce caractère amiable dans certains cas, hein, comme dans le domaine des dommages aux biens, où il y a au auto, où il y a effectivement des règles de convocation et des modalités qui sont précisées, avec un PV unique. Un PV unique de constatation des dommages et un PV unique de constatation des causes et circonstances. Et puis il y a des stades effectivement où cette fois-ci, conventionnellement, il est organisé une expertise unique, comme par exemple en assurance construction ou dans d'autres domaines. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans l'expertise unique, c'est que elle s'applique souvent là où l'ensemble des affaires. C'est un jeu à somme nulle finalement. Entre les uns et les autres, et on sait très bien qu'un assureur qui va être responsable d'un sinistre va l'être tout autant victime dans le sinistre suivant, peut-être avec la même compagnie avec laquelle il est en train avec laquelle il est en confrontation sur un sinistre donné. Donc quand on voit que c'est un jeu à somme nulle et que finalement ce qui est important, c'est que la victime soit bien indemnisée, et deux, qu'elle le soit rapidement, c'est vrai que l'expertise unique apporte dans bien des cas des solutions de rapidité, d'équité et finalement d'équilibre économique entre les assureurs, ce qui est tout à fait satisfaisant, sachant que l'assuré peut lui toujours, bien entendu, recourir à son propre expert, et là-dessus on est bien en train de parler d'expertise entre assureurs. Il y a des listes qui sont proposées aux adhérents. Et elles le sont d'ailleurs sur la base d'une proposition faite par les adhérents eux-mêmes, qui ont pu constater dans un certain nombre de cas que tel expert a une compétence et a une expérience qu'ils jugent, je dirais, satisfaisante à la fois pour les assurés et pour les assureurs. Donc ces listes, elles sont disponibles pour l'ensemble des adhérents qui en font ce qu'ils veulent. Vous avez effectivement en matière automobile, cette fois-ci il y a une compétence qui est organisée par la réglementation, et donc les assureurs ne peuvent choisir d'experts que dans la liste de ceux qui sont autorisés à exercer. Et là, je dirais que l'organisation professionnelle n'intervient pas. Par contre, vous avez dans certaines matières, plutôt dans les matières qui concernent plusieurs assureurs qui sont susceptibles de participer au fonctionnement d'une convention professionnelle et de concerner donc plusieurs assureurs, à ce moment-là, la profession n'intervient que pour fixer, je dirais, des critères de compétence. Et alors d'ailleurs qui peuvent être compétences qui peuvent être constatées par des tiers. Est-ce qu'un libéral dont le chiffre d'affaires dépend à 95% d'un assureur est plus indépendant qu'un salarié d'un assureur? C'est pour ça que moi je dis que la question de l'indépendance, elle ne se pose pas en ces termes-là. Moi je la pose plus en termes de compétences, et je crois que de toute façon c'est la compétence des experts qui fait foi, c'est son expérience, etc., quel que soit son statut. En tout cas, c'est un peu la façon dont nous voyons l'avenir du métier. Alors c'est vrai que l'indépendance de l'expert est aujourd'hui l'objet de beaucoup de débats. Moi j'ai tendance à dire qu'un expert ne sera jamais indépendant. Le total de sinistres en multirisque habitation, c'est environ 2 millions. En automobile, par contre, là, je suis... Alors, pour le matériel corporel, oui, parce qu'il y a deux univers. Il y a le matériel, c'est par million. C'est par million, je crois, avec c'est plutôt de l'ordre de 7 millions, dont 3 millions de bris et glaces, me semble-t-il. Et les sinistres corporels, c'est plutôt, alors l'ordre de grandeur est de l'ordre de 150, 160 000. La seule garantie, ce qui compte pour les assurés, les assureurs, pour tout le monde, au bout du compte, c'est la compétence. Et l'image, elle passe par ça. La personne qui est compétente en face, l'assuré, il a quand même... Il le sent. Celui qui lui raconte des cracks, entre guillemets, je dirais, il voit bien qui sait pas ce dont il parle et tout, il le voit aussi. Donc, je pense que la compétence, elle est quand même... Et c'est beaucoup plus important que cette notion d'indépendance à laquelle on prête, parce que l'arrêt que vous parlez, même et tout, mais
je pose la question, comment ils font les avocats en relation d'affaires avec deux? On va venir dire qu'ils ne sont pas indépendants dans ce qu'ils font? Excusez-moi de le dire, mais parfois les experts d'assurance, ils prennent pour tout le monde. C'est-à-dire que l'assuré est dans une situation de stress, est dans une situation difficile, qui n'est jamais agréable lorsqu'on est dans une situation de sinistre, et que l'expert parfois paye pour ça. Je vais même vous dire, l'expert d'assurance, enfin nous on y tient, parce que c'est un peu le visage humain quelque part de l'assurance. Il ne faut pas oublier que dans bon nombre de relations contractuelles, l'assuré ne voit pas l'assureur, il a vu le commercial au début une fois, et après la seule personne qu'il voit éventuellement dans la relation, c'est l'expert.